Eh bien, bonjour à vous tous et bienvenue dans ce nouveau Vrac DVD. Ouais, je sais, j'ai un peu squatté le canapé des Unbox. Faut dire qu'à la base, je voulais faire le 3e épisode Unbox, mais j'ai pris pas mal de retard, et un petit peu de peine aussi. Donc, vous m'excuserez pour mon planning un petit peu chargé ces derniers temps-ci, sachant que je suis obligé à la fois de mélanger ma vie privée et celle des vidéos sur YouTube, donc forcément, ça m'aide pas beaucoup. Voilà, mais ceci dit, en attendant, je vais vous faire un petit Vrac DVD, voilà, tranquille, simple. Et comme ça, après, ça vous fera attendre le prochain Unbox, voilà, promis. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de cette émission, eh bien c'est que je vous présente 10 DVD ou coffrets, peu importe, donc 10 vraiment, qui sont issus de ma collection DVD, évidemment qui est donc une série dérivée de mes grosses collections de DVD, qui sont sur ma chaîne, je vous invite à regarder, ou alors je vous mets sur une playlist quelque part, par là, mes épisodes précédents, comme ça vous pouvez les rattraper tranquillou, de toute façon il n'y a pas de fil rouge, donc tout va bien. Voilà, on est en août, il fait super chaud, j'ai mal à mon dos donc j'ai besoin d'un coussin un petit peu derrière. Voilà, on va faire cet épisode dans le plus grand confort, tout va bien pour moi. Et ouais, on a l'habitude, surtout avec le système D, donc j'ai... Bref, pas le temps de niaiser, on va commencer tout de suite. Et on commence avec un grand classique, La Grande Évasion de John Sturge, voilà, avec Steve McQueen sur sa moto, donc ça c'est plutôt cool, même si j'ai une jaquette vraiment dégueulasse du DVD, là j'ai trouvé que ça, enfin... Je pouvais trouver d'autres jaquettes DVD, mais qui me semblaient peut-être beaucoup plus moches que celle-ci, donc bon bah tant pis, je m'y fais avec. Donc voilà, donc évidemment c'est un grand classique du cinéma américain, de la comédie comme de la guerre aussi, même si la guerre est peu approfondie, c'est juste le contexte du film, c'est-à-dire qu'on y suit des soldats et des officiers qui sont prisonniers dans un camp par l'ennemi allemand, et du coup on a notre personnage Steve McQueen qui organise un plan pour s'évader, avec du coup des plans assez explosifs, authentiques, et assez risqué. Donc voilà, donc c'est vraiment un film super intéressant et très dense. Et si John Sturge vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal, on en a parlé déjà sur la chaîne avec notamment Les 7 mercenaires, donc celui qui a fait le remake de Kurosawa. En fait, il a fait pas mal de films, que ce soit de cowboy ou de guerre, en fait, tout simplement, c'est vraiment un mec qui est vraiment très spécialisé là-dessus. Et du coup, La Grande Évasion, ça se ressent sur ses codes de la réalisation, sur son montage très dynamique, et sur ses personnages assez forts, malgré le contexte de guerre et tout. Et oui, je vous conseille de vous le mater, il est vraiment très bien, la musique qui est assez culte, je trouve, et encore une fois, même les cascades de Steve McQueen en moto sont très réalistes et très risquées aussi pour l'acteur, mais ça, il a déjà l'habitude. Et aussi, peut-être que ce film vous dira quelque chose, puisque Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino en fait une bonne grosse référence, notamment qu'il a fait une scène avec DiCaprio, qui incarne un acteur qui aurait pu jouer à la place de Steve McQueen dans le film, donc c'est assez cool, honnêtement, donc voyez-le quand même, c'est vraiment un petit classique du cinéma américain qui est vraiment très cool, je trouve, encore aujourd'hui. Et en plus, le film a inspiré notamment Chicken Run ou encore la saga Toy Story pour le côté évasion, donc c'est un bon film d'évasion, voilà, tout simplement. Voilà. Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. Évidemment, ceux qui me connaissent et qui me suivent sur ma chaîne, on a déjà parlé de ce film dans un Parlons 2 que je pourrais peut-être afficher quelque part si vous voulez le voir. Donc voilà, je pense que j'aurais pas grand chose à dire sur ce film, j'ai déjà à peu près tout dit dans le Parlons 2. Mais ce film est extra, il est vraiment génial. C'est un film italien avec quand même une production française derrière, donc on a quand même des acteurs français comme Philippe Noiret et Jacques Perrin dans ce film, et c'est vraiment très cool, c'est vraiment très plaisant, c'est vraiment un bon cinéma européen, même limite. Et justement, c'est un film qui rend hommage à tout le cinéma, et on voit que le réalisateur s'est beaucoup influencé sur les types, les genres, les codes du cinéma, notamment de son enfance jusqu'à l'âge adulte, parce que du coup on y suit Salvatore, qui en fait a été baigné dans le cinéma depuis tout petit et qui va devenir un réalisateur et qui sera notamment aidé et a eu le soutien Philippe Noiret, donc qui joue le projectionniste, à savoir Alfredo, voilà, et auquel il diffuse plein de grands films, que ce soit français, américain ou italien, bref, que des grands noms, que des chefs-d'œuvre même limite pour certains. Enfin bref, tout ça pour dire que Cinema Paradiso c'est vraiment un super film avec une super mise en scène, une lumière, un cadrage, un respect sur l'historique du cinéma et autres en fait finalement. Et aussi le petit côté nostalgie, pas trop forcé bien sûr, mais le côté cinéma, campagne, avec les habitants, tout le fonction du village en fait finalement, qui vont jouer un rôle en fait dans le film. Et je trouve ça merveilleux ce film, encore une fois, c'est vraiment un bon petit film sympatoche. Et grâce à ce film, j'ai quand même connu plein de films que je connaissais pas comme ça, et donc oui, c'est vraiment une grosse référence des films qui sont plutôt nous, et ça c'est plutôt cool. Et je dis ça parce que aussi Cinema Paradiso est sorti tout récemment au cinéma dans une version 4K et avec un director's cut évidemment. Moi, il n'est pas passé dans mon cinéma, merci. Donc voilà, si vous avez eu l'occasion, allez-y, vraiment matez-le. Si vous l'avez jamais vu ou vous avez envie de le revoir,
évidemment foncez-y, c'est vraiment un très grand film. Après, qu'ils soient en VO ou en VF, peu importe, je trouve qu'ils sont très bien les deux versions. J'ai une petite préférence pour la VF, voilà, parce que Philippe Noiret et Jacques Perrin sont très bons dans leur rôle eux-mêmes. Mais sinon oui, il faut aussi le voir en VO comme en VF, voilà, je trouve. Même si le gamin qui joue Salvatore, il est très bien en italien qu'en français, parce que c'est vrai que va faire un coulo, c'est quand même largement mieux que pas te faire enculer. Voilà. Mais bon, voilà, il faut dire aussi que l'Italie, la France, ils partagent les mêmes trucs, la même comédie, la même culture en fait finalement. Donc en fait finalement, que vous le voyez en VO ou en VF, c'est plutôt très bien. Enfin bref, vous voyez quand même ce film, il est très bien. En plus j'ai la director's cut dedans, donc, enfin la version longue du coup, donc c'est encore bien. Voilà, foncez-y. Ah, ça fait plaisir de parler de ce grand classique du cinéma, mais aussi d'un de mes réalisateurs préférés qui, selon moi, est son meilleur film, et qui est aussi un de mes films préférés, aussi tout court. M le maudit de Fritz Lang, alors je sais pas si vous voyez bien, voilà, donc c'est peut-être un film qui vous parle, peut-être que vous connaissez de nom, peut-être que vous l'avez déjà vu, enfin bref, c'est un grand film du cinéma allemand, plus précisément même du cinéma expressionnisme allemand, même si ce film en fait pas trop partie, je crois, il est sorti juste après le cinéma l'expressionnisme allemand, pardon. Donc c'est vraiment un sous-genre du cinéma qui est vraiment très très fort à l'époque des années 20 jusqu'aux années 30. Voilà ce qu'a fait l'Allemagne. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, sinon je vais parler pendant des heures. Mais Fritz Lang, c'est un des réalisateurs qui a contribué à ce genre, qui a fait beaucoup de mises en scène vraiment sensationnelles et vraiment très novatrices pour l'époque. Bref, c'est vraiment un maître dans l'art de la réalisation jusqu'au métaphorique de chaque scène. Croyez-moi, du Fritz Lang, c'est vraiment du cinéma de la pure merveille, notamment Metropolis, qui est quand même son film le plus ambitieux, le plus cher, évidemment un très grand film que je vous conseille de le voir. Bref, tout ça pour dire que M le maudit, c'est un film que j'aime beaucoup, hein, très clairement, c'est je crois un des premiers films parlants de Fritz Lang, parce que sinon c'était muet à chaque fois. Et on a quand même Peter Lorre qui joue du coup eh bien, un tueur mystérieux qui tue des enfants. Voilà, en fait en gros c'est une enquête thriller où en fait on se demande qui est le tueur qui enlève des enfants, voilà tout simplement dans une grande ville d'Allemagne, auquel même la pègre qui se fait un petit peu emmerder à cause de ça va aider les forces locales à trouver le tueur. Et croyez-moi, la scène finale est juste jouissive comme magistrale et c'est vraiment du lourd. Et petite particularité avec ce DVD, c'est qu'en fait c'est un des rares DVD que j'ai avec le Blu-ray. Et ouais, parce que pour autant j'ai pas de lecteur Blu-ray, c'est pour ça que j'achète pas trop de Blu-ray, mais je peux en avoir avec le DVD. En plus sérieusement, je compte peut-être acheter un lecteur Blu-ray cette année, donc j'aurai pas trop de discrimination avec les Blu-ray après. Mais voilà, c'est quand même bien d'avoir le DVD et le Blu-ray, donc voilà, ça vous fait du coup une version choisie. Bon, ça coûte un peu plus cher, mais voilà. Et d'ailleurs, c'est pas le seul DVD Blu-ray que j'ai, hein. Je vous en montrerai deux autres dans des futurs DVD, évidemment. Mais bref, ça c'est vraiment super cool, c'est une remasterisation 4K, même pas 4K, une remasterisation. Puisque du coup, en début de film, on vous dit à l'avance que c'est une version plus ou moins aboutie du film original, puisque oui, il y a eu des copies qui ont été perdues de l'original de Fritz Lang, qui ont été modifiées ou charcutées au montage, et du coup le CNC et d'autres organismes du cinéma européen ou international ont donc soutenu et ont fait en sorte que le film puisse être restauré, que ce soit nettoyé chaque scène, chaque pellicule et tout ça, et de refaire le montage original de Fritz Lang. Et ça c'est vraiment très beau de voir qu'il y a plein d'organismes du cinéma qui sauvent des films quand même, même si actuellement il y a quand même des films de 1900 jusqu'au début des années 30 qui sont, enfin qu'il y en a pas mal qui sont considérés comme perdus, parce que mal entretenus avec le temps, ou mal rangés, ou voilà, tout simplement mal organisés quoi. Enfin tout ça pour dire qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même des films qui pourront peut-être pas voir le jour tout simplement parce qu'ils ont malheureusement pas eu le succès, parce qu'ils sont tombés dans l'oubli, parce qu'on les a mal entretenus, voilà. Et ça fait plaisir que M le maudit ne soit pas le cas. Voilà. En même temps, je crois que tous les films de Fritz Lang sont plutôt bien entretenus, ils sont accessibles, donc à voir. Bref, je vous conseille, si vous n'avez jamais vu, c'est un classique du cinéma que je vous conseille évidemment. Fritz Lang, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut découvrir absolument si vous êtes cinéphile. Enfin bref, vous faites comme vous voulez, mais Fritz Lang, c'est vraiment un super réalisateur que j'aime beaucoup. Voilà. Voyez. Battle Royale. Ouais. Bon, je veux peut-être un peu mal imiter l'accent japonais. Voilà, donc Battle Royale de Kenji Fukanaku, qui est donc un putain de film qui tue sa race sans déconner, donc sorti en l'an 2000 je crois. Évidemment, c'est un film japonais, émancipation, sur la critique de la société, la jeunesse sacrifiée, etc.
dans le ton d'un jeu de royal en fait, tout simplement, d'un jeu de Battle Royale, clairement. Et oui, avant Fortnite et compagnie, eh bien on avait Battle Royale, hein, c'était du sérieux. Voilà, on enlevait des enfants, enfin bref, on prenait une classe au hasard, tu la fous sur une île, et tu les laisses s'entretuer, voilà. Et ouais, c'est... Ah bah écoutez, voilà, on a fait des sorties extrascolaires, bah eux, leur sortie extrascolaire, c'était de s'entretuer sur une île. Voilà, chacun sa vision. Voilà, donc évidemment Battle Royale c'est très culte comme c'est vraiment énorme. À la base c'était un livre qui a été adapté en manga et puis donc en film, évidemment par le légendaire Kenji Fukanazu, voilà, qui est un grand réalisateur japonais qui avait fait beaucoup de films polars et donc voilà, de polar, donc gangster, etc. Un petit peu dans la même lignée que Kurosawa, mais avec un style différent, évidemment. On a surtout le grand Takashi, voilà, j'ai oublié son nom, Ubi Takashi, voilà, que vous connaissez peut-être si vous l'avez vu dans Furio aux côtés de David Bowie, ou alors si vous le connaissez parce qu'il a fait le célèbre jeu Takashi Challenge, auquel le joueur du grenier l'a testé, qui est considéré comme l'un des pires jeux les plus frustrants de l'histoire. Bref, c'est un gars assez spécial quand même, hein, je trouve, Ubi Takashi, voilà. Et il joue vraiment un prof vraiment assez ouf quand même, voilà, je vais pas trop vous spoiler, mais... Voilà, donc comment vous dire, là c'est un film qui est vraiment superbe, voilà. Mais évidemment il y a une suite de merde en plus, qui s'appelle Battle Royale Requiem. Alors à la base c'était Kenji Fukanazu qui devait le réaliser, mais le pauvre est mort entre temps. Pas de bol, pas de chance, voilà, le karma est arrivé. Et c'est son fils Kenta Fukanazu, voilà, qui est pas trop connu hein, pour le coup, qui a repris du coup le projet, donc qui a fini avec une production assez chaotique. Et le film est bien sûr un bordel chaotique, ça tombe bien, donc une suite de merde, c'est super, voilà. Donc je vous conseille que le premier film, évidemment, qui est vraiment un petit chef-d'œuvre vraiment du cinéma japonais, et qui, voilà, fait te dire, eh ben, vous voyez ce qu'on peut faire, nous, avec des élèves et une île, et ben voilà, voilà, tout simplement. Si vous voulez du gore, vous en avez, en plus Tarantino vous le conseille, donc si c'est lui qui le dit, ben voilà, il n'y a pas de raison de ne pas voir ce film. Bref, je vous conseille, Battle Royale c'est super, et jamais la musique de Requiem de Mozart n'aurait aussi bien été utilisée dans ce film. Bref, c'est jouissif, c'est excellent. Bien sûr, regardez-le quand vous avez l'occasion. Et on parle encore de grands classiques du cinéma, et en plus encore un film d'Alfred Hitchcock, Fenêtre sur cour, qui a la particularité d'être mon Hitchcock préféré. Voilà, je le dis, c'est tout. Voilà. Non mais sérieusement, c'est vraiment un super film, déjà thriller et polar aussi, mais qui a la particularité, c'est pratiquement un huis clos, puisqu'on y suit du coup le personnage de James Stewart, qui est enfermé dans son appartement parce que du coup il a eu sa jambe blessée, et qui est photographe dans sa profession et auquel il va un petit peu utiliser ses dons de photographe, donc avec son appareil, pour espionner un petit peu son voisinage en face, et il va découvrir, il va même assister, donc témoin d'un meurtre par un de ses voisins, auquel il sera appuyé avec d'autres de ses collègues, notamment par Grace Kelly, hein, évidemment, que je ne vous la présente plus, hein, elle a été quand même princesse de Monaco, c'est quand même pas rien, mais elle a aussi joué dans les grands classiques de Hitchcock. Bref, tout ça pour dire que Fenêtre sur cour, c'est vraiment une réalisation de ouf gueudin hein, pour l'époque, et surtout qu'en fait, mine de rien, les petits appartements, on pourrait croire que c'est des vrais appartements, mais en fait, pas du tout, ça a été tout fait en studio, c'est ça qui est assez ouf quand même, je trouve. On voit vraiment clairement de l'illusion, et oui, du coup le maître du suspense et de l'illusion c'est clairement Hitchcock, je trouve. Donc voilà, donc c'est vraiment une réalisation superbe, avec une histoire qui est assez classique mais très prenante, vraiment du début à la fin. Bref, un super Hitchcock que je vous conseille évidemment, et pourtant on n'en parle pas énormément je trouve. Bref, Fenêtre sur cour c'est sympa, c'est très palpitant je trouve, et encore une fois, bon, je le redis, mais la mise en scène est exceptionnelle dans ce film, ce qui en fait peut-être mon Hitchcock préféré. Voilà, et je vous le conseille, il est vraiment très cool. Comment est votre blanquette de veau? Eh bien, plutôt très bonne avec OSS 117. Voilà. De Michel Hazanavicius. J'ai même pas besoin de vous présenter, c'est un grand classique de la comédie française. Même un peu d'action aussi, mine de rien. En plus, j'en parle de OSS 117 alors que le troisième film va bientôt sortir. On verra ce que ça donnera. Même si mon préféré restera le deuxième, un Rio ne répond plus, qui est exceptionnel, folle dingue, avec des dialogues encore plus drôles et cultes. Mais le premier, voilà, le Cairn d'espion, voilà, qui est
aussi un très bon film, et pour moi même un bon classique du cinéma français, avec un Jean Dujardin qui explose tout, hein. Clairement je pense qu'il a beaucoup explosé dans sa carrière grâce à OSS 117, ou Brice de Nice, hein, évidemment, dans la même période. À la base, il faut savoir que OSS 117 c'était des livres qui ont déjà été adaptés en film auparavant, mais des films... pas terrible quoi on va dire, entre guillemets, pourtant c'était fait pour concurrencer James Bond à la base. Donc, et là du coup, Azanavicius a repris OSS 117 dans un ton parodique, kitsch et complètement drôle et assumé, et ce qui en fait du coup son charme en fait tout simplement, et ce qui en fait encore aujourd'hui un film culte, des dialogues qui sont répétés et maintes reprises parodiques, enfin voilà, tout ça pour dire qu'OSS 117, même si à la base ça devait être un truc sérieux, au final, on l'a fait un petit peu à la French Touch, hein, c'est-à-dire un truc bien parodique et bien rigolo, voilà. Et avec des scènes d'action, mine de rien, hein, c'est pas rien. Donc voilà, donc évidemment, je vous conseille, si vous l'avez jamais vu, franchement, foncez-y. OSS 117, c'est vraiment très cool. C'est très assez aventureux, on reprend les codes du film espionnage et de l'époque. Mais c'est rigolo, quoi. C'est super jouissif, je trouve, et puis t'as quand même le contexte d'époque avec évidemment l'agent secret qui fait des maladresses sur certains passages avec que ce soit les ennemis ou les femmes, même limite. Mais c'est ça qui en fait la force de ce personnage, c'est que c'est vraiment un personnage bené, complètement con et maladroit, et on l'aime bien parce qu'au final, c'est OSS 117. C'est un anti-James Bond, mais complètement bien chez nous, quoi, entre guillemets. Voilà quoi. En espérant que le troisième film de Nicolas Bedos réussira plus ou moins à être dans la même lignée, on espère. Voilà. Mais en tout cas, je vous conseille ce premier film, comme je vous aussi conseille de vous replonger dans la saga OSS 117. Il me tarde de revoir le deuxième film et de voir du coup ce troisième film, on verra ce que ça donnera. Bref, OSS 117, je vous conseille, c'est la bombe, clairement. I, Robot d'Alex Proyas avec Will Smith dedans, donc un film de science-fiction qui est adapté plus ou moins du livre d'Isaac Asimov sur les fameuses 3 lois robotiques. Donc on est dans un futur où les humains ont des robots pour faire leurs tâches domestiques, mais à un moment donné, un robot un peu rebelle va un petit peu remettre toute la société en question, mais aussi préparer une sorte de révolte pour les machines qui veulent aussi être traitées comme des êtres humains. Donc voilà, on y suit Will Smith qui est un inspecteur de police qui a pas trop confiance au robot, qui va enquêter sur ce mystérieux meurtre par un robot, parce que comme vous le savez peut-être dans les 3 lois robotiques, le robot n'a pas le droit de s'en prendre à son maître humain. Donc oui, il y a un petit peu finalement le contexte historique, notamment le côté un peu esclavagiste, tout ça. Mais bon, comme ça avec des robots, ça passe, voilà. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un petit thriller science-fiction qui est vraiment super sympa, je l'avais vu au cinéma, il me semble, il y a longtemps. Et il était plutôt cool, honnêtement, c'était en pleine carrière, grosse carrière de Will Smith, après les Men in Black et tout ça, et on sent qu'il est vraiment très investi là-dedans, et surtout que le réalisateur Alex Proyas, c'est quand même le mec qui a fait The Crow, et oui, le fameux film avec le fils de Bruce Lee qui est décédé durant le tournage, ou encore Dark City, et surtout le très horrible God of Egypt, mais bon, il nous a quand même fait un petit iRobot très sympa, très prenant, et qui a pas beaucoup vieilli, je trouve, dans ses effets spéciaux, même si voilà, ça date un peu. Mais voilà, je trouve que le film est plutôt intéressant, et donc il donne une certaine logique et une certaine réflexion sur notre consommation, sur le futur, sur les robots en fait, tout simplement, et au final, ça donne quelque chose de très sympa. Voilà, donc j'aurais pas grand chose à dire de plus. Matez-le si jamais vous l'avez jamais vu, il est très sympa. Puis il y a Will Smith quand même, c'est quand même bien. Le bon, la brute et le cinglé de Kim Il-woon, ouais, j'ai bien prononcé, donc un film coréen qui rend hommage à mon réalisateurs préférés et à mon western préféré, à savoir Le Bon, la Brute et le Truand. Donc oui, c'est clairement un remake qui fait d'office d'hommage et de référence à ce film, culte évidemment. Donc c'est un film qui était sorti en 2008, mais qui a mis du temps à avoir une sortie française, parce que pour une raison inconnue, personne n'y croyait trop à ce succès, et pourtant il a concouru voilà, le Festival de Cannes de cette année-là, donc clairement c'est pas un film de merde, hein, clairement. Et que dire, eh bien c'est un film vraiment explosif, vraiment superbe, et clairement c'est vraiment du Sergio Leone version coréen, avec un petit peu de Tarantino par moment, et tu sens que le mec il s'est vraiment éclaté à le faire, et en plus on retrouve l'acteur coréen Yoon Sao, je crois que j'ai bien prononcé ou pas, je sais pas, bref, l'acteur coréen qui joue dans pas mal de films de Bong Joon-ho, donc qui est vraiment super et qui est vraiment à fond, et dans son délire, où il joue du coup le cinglé, hein, justement. Donc on reprend plus ou moins la même histoire, c'est juste qu'au lieu d'être dans le Far West américain, on est dans le Pacifique, enfin dans l'Asie quoi,
en Mandchourie, ouais, à l'époque avant la Seconde Guerre mondiale, où le Japon avait déjà colonisé quelques parties de la Chine et du Pacifique. Et donc là, on est clairement sur une chasse au trésor aussi, avec également des braquages, des courses-poursuites, des fusillades, etc. Bref, c'est juste fou, c'est dingue. Évidemment, surtout la scène finale, la grosse bataille finale en poursuite, voilà, avec les trois personnages, avec des gangs, avec l'armée japonaise, c'est fou, explosif, le montage est génial je trouve. Et bien entendu, le duel final, qui reprend évidemment celui du film original de Sergio Leone, qui est vraiment une merveille. Bref, donc si cela vous intéresse et que vous avez envie de vous cultiver un petit peu sur le cinéma asiatique, bien je vous conseille quand même ce film. Surtout que Kim Moon, je le connais pas énormément, je sais qu'il a fait Le Dernier Rempart avec Schwarzenegger, un grand moment du cinéma, je vais pas dire, mais il a fait quand même plein de films dans son pays natal, évidemment la Corée du Sud, donc je pense que voilà, c'est un réal qui est assez intéressant, voilà, et qui sait très bien filmer l'action, ses personnages qui sont superbes, vraiment, voilà, un très bon remake, voilà, et sachant que le cinéma américain, comme le cinéma italien et autres, ça inspire des fois du cinéma asiatique, donc la boucle est tournée, hein, comme on dit, enfin la boucle est bouclée plutôt. Voilà, donc voilà, que dire de plus, si ça vous intrigue, eh bien je vous conseille, il est vraiment super. Waterworld de Kevin Reynolds. Alors je connais pas trop le réalisateur, donc j'ai pas vraiment vu ses autres films. Bref, Waterworld, le fameux film qui fait un peu Mad Max sur l'eau, voilà, avec Kevin Costner et même Dennis Hopper. Donc c'est un film qui n'a pas eu un énorme succès à sa sortie, et c'est bien dommage parce que Waterworld, c'est vachement sympa. Vraiment, alors c'est un peu long aussi par moments je trouve, mais en vrai c'est cool, ça développe bien l'univers, les personnages, les actions, l'univers et du coup le scénario principal, auquel les êtres humains sont condamnés à vivre sur des petits îlots artificiels, puisque les océans et les mers ont englouti toutes les terres, sauf peut-être quelques terres rares auxquelles ces personnes convoitent pour du coup vivre sur une nouvelle terre. Et justement Kevin Costner va devoir, malgré lui, s'aventurer dans ce genre de prophétie, d'histoire, et en évitant des bikers, enfin des méchants, voilà, des méchants à Mad Max, comme Dennis Hopper qui est un pur régal je trouve. Non franchement il est vraiment sympa. Après voilà, le film a connu une production un peu chaotique, parce que comme ils sont tournés dans le Pacifique, il me semble, il y a eu des tornades, des courants d'eau pas très sympas, qui ont détruit la plupart des décors, qui sont vraiment faits manuels, hein, clairement, et c'est pas des effets spéciaux. Enfin il y en a très peu je trouve, mais c'est vraiment de l'artisanal quand même. Et du coup, oui, forcément, le budget a dû être rehaussé à chaque fois. Mais bon, le film a pu se faire, il a pu sortir, mais il n'a pas eu un très bon accueil, et c'est bien dommage. Alors oui, ça fait partie du genre de film qui ont copié sur le succès de Mad Max, de George Miller, mais très clairement, Waterworld, au moins, il développe vraiment un vrai truc. Et surtout, en fait, finalement, c'est tout con, mais des humains qui survivent sur les océans, en vrai, il n'y a pas trop personne qui a pensé à ça. Moi, je trouve ça plutôt bien, au moins, ça réinvente le genre post-apocalyptique avec un truc en plus, une mythologie en plus. Donc voilà, et Kevin Costner, il est plutôt sympa honnêtement. Voilà, tout ça pour dire que si vous avez jamais vu, je vous conseille quand même Waterworld, voilà, il est très sympa. Franchement, c'est une petite pépite assez rare quand même ce genre de truc, donc c'est vraiment cool Waterworld, clairement. Et enfin, on conclut avec les deux premiers X-Men de Bryan Singer, vraiment des films super-héros Marvel, qui ont ressuscité le genre super-héroïque dans les années 2000, après évidemment un petit fiasco de Batman et Robin, mais bon, on va pas lui cracher plus sur le film, hein, honnêtement, parce que je trouve qu'il y a quand même largement pire que ce film, franchement, mais tout ça pour dire qu'à une époque, on prenait vraiment les super-héros au sérieux, on faisait des trucs très importants, et les X-Men, mine de rien, si vous n'avez pas lu les comics, vous voyez quand même les deux premiers films de Bryan Singer, parce qu'ils apportent des thématiques très puissantes, des métaphores en fait, tout simplement sur tout. Voilà, le premier X-Men, c'est vraiment la présentation des mutants en fait, avec Wolverine, incarné par Hugh Jackman, qui est fait pour le rôle littéralement. Donc voilà, ça aborde plein de thématiques vraiment très spéciales et donc très particulières. Je veux dire, juste pour pas trop spoiler, mais le début du film il s'ouvre sur les camps de concentration, voilà, sur la naissance de Magneto. Voilà, autant te dire, ça annonce la couleur quoi, avec le film. Mais voilà, il traite vraiment de sujets très sérieux, donc de politique, d'actualité, de discrimination, de tout en fait. Et voilà, le film il date de 2000 quand même, donc il a 21 ans. Les effets spéciaux ont un tout petit peu vieilli, mais en vrai, ça fait le charme encore aujourd'hui, et je trouve qu'il est vraiment encore important, et que j'adore franchement le design de ce DVD, franchement il est cool. Voilà, voilà. Avec le succès évidemment rencontré, Bryan Singer est revenu sur X-Men 2, qui est aussi un petit peu sympa en édition collector. Donc toujours avec les mêmes mutants, mais qu'on rajoute quelques nouveaux mutants, qu'on rajoute un nouveau méchant, nouvelle thématique. Là on est plus effectivement concentré sur Wolverine,
mais en même temps c'est peut-être le mutant le plus cool et le plus intéressant, honnêtement. Mais je trouve qu'X-Men 2 c'est vraiment une très grosse puissance au niveau d'action. Je parle surtout de la scène du début avec Diablo qui s'infiltre dans la Maison Blanche. Clairement, le genre de scène, mais c'est un truc que tu retrouves plus vraiment dans les films super-héros d'actuel, hein, clairement. Et heureusement qu'on avait encore la trilogie de Spider-Man Sam Raimi pour faire des trucs comme ça. Enfin bref, quand tu vois les films super-héros qui ont été faits dans les années 2000, c'est jouissif. Il y a vraiment eu de la créativité, de l'ingéniosité en scène, et vraiment... Alors, après, je suis pas en mode boomer, c'était nul avant, maintenant ce qu'on fait aujourd'hui c'est nul. Non, c'est juste que je regrette que malheureusement... et c'est pareil pour X-Men, après, plus les années ont passé, plus les suites sont pas forcément ouf. Je parle surtout d'X-Men 3 qui est une vraie purge, mais genre vraiment une vraie purge, et ça n'a pas été fait par Bryan Singer, mais par Brett Ratner quand même. Wolverine, le premier film, je le trouvais plutôt un plaisir coupable, sans plus, même si c'est un peu effectivement en dessous. Par contre, les deux suites Wolverine qui ont été réalisées par James Mangold sont très bien, surtout Logan. Voilà, après il y a eu la nouvelle trilogie, enfin non, la nouvelle saga X-Men préquel / reboot, à la fois par Matthew Vaughn et du coup Bryan Singer qui est revenu. C'était vraiment assez cool hein, cette saga, même si c'est un peu en dessous par moment, je trouve, surtout les derniers films qui ont dû être rushés, je pense, à cause de la Fox et surtout qu'ils allaient se faire racheter par Disney. Ce que ça a donné notamment pour Dark Phoenix et surtout New Mutants, c'est vraiment très dommage et pourtant c'est pas du tout des mauvais films, clairement. Enfin bref, tout ça pour dire que la saga X-Men en général, c'est vraiment des bons films, genre vraiment. C'est vraiment de belles mises en scène, de thématiques très fortes, des super-héros très iconiques, je trouve. Voilà, après, le MCU n'est pas non plus tout mauvais, hein, comme le DCU non plus, mais bon, c'est devenu trop productivité pour ma part, voilà. Et qu'on laisse pas assez de réalisateurs faire ce qu'ils veulent, vraiment. Et c'est dommage, voilà. Mais en tout cas, je vous conseille de vous refaire les X-Men, notamment les deux premiers, qui sont des vraies pépites, qui ont peut-être un peu vieilli, mais qui sont vraiment très agréables encore à regarder. Franchement, je vous conseille. Et voilà, ce troisième VRAC DVD est enfin terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter à nouveau d'autres DVD de ma collection, sachant que je ne serai jamais en manque parce que je suis un putain d'acheteur compulsif. Ouais, c'est compliqué dans ma vie, hein. Mais bon, j'essaie de me limiter à chaque fois parce que déjà j'ai plus beaucoup de place et mon budget, il faut bien que je m'en serve pour autre chose. Donc voilà, en espérant aussi que le changement de décor ne vous dérange pas trop, même si en vrai, dans les épisodes VRAC DVD, j'ai jamais eu de décor fixe. Donc en fait, j'ai l'impression de me balader un petit peu à chaque fois, et c'est plutôt cool en vrai. Voilà, peut-être que si ça se trouve, je ferai des épisodes où je le ferai sur mon lit, dans ma baignoire. Alors je note, baignoire, ouais, oui. Pourquoi pas la cave, elle ressemble vachement dans Evil Dead. Bref, vous connaissez la chanson, voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne, juste ici, ou alors me suivre sur mon Twitter, on est de plus en plus nombreux, et ça c'est vraiment cool, donc ça fait vraiment une petite communauté, et c'est vraiment très plaisant. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, liker, enfin bref, etc. J'ai même un Discord au cas où. Donc voilà. Et puis voilà, je vais vous laisser. Alors certes, il fait très chaud, mais il faut en profiter un petit peu du mois d'août et aussi aller au cinéma, malgré les petites contraintes du gouvernement par moment avec le pass sanitaire. Mais bon, vous faites ce que vous pouvez, hein. Ou sinon, vous pouvez faire comme moi, acheter des DVD, des Blu-ray en occasion. C'est un bon plan en plus. Bon, bref, je vous laisse et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez au cinéma, ciao!